Bonjour, bienvenue à ce webinaire dans le cadre du projet Fauche retardée du foin en faveur des oiseaux champêtres. Ce projet fait partie d'une grande démarche de mobilisation des producteurs agricoles, des intervenants du milieu agricole et environnemental en faveur des espèces en péril et de leurs habitats qui a débuté en 2020. Ce projet est financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert, du MAPAC, mais aussi d'Environnement et Changement climatique Canada et du programme ALUS Montérégie. Alors, nous les remercions pour leur support et leur confiance. Dans le cadre de ce webinaire, on va avoir trois conférenciers, à savoir M. Carl Savignac, qui est biologiste de la faune chez Dendrodroica, Environnement et faune, qui nous présentera comment mieux protéger le goglu des prés et la sturnelle des prés dans le cadre dans les champs de foin vers des pratiques agricoles durables. Nous aurons aussi une présentation de Mme Frédérique Gagné, conseillère en agro-environnement à l'UPA de la Montérégie, qui nous présentera le programme ALUS Montérégie et comment ce dernier offre un soutien technique et financier aux producteurs qui souhaitent adopter des modifications de pratiques en faveur des espèces en péril. Et on terminera avec une présentation là, de M. Martin Berger, producteur agricole à la ferme Bermanique, qui nous partagera ses motivations pour ce type de pratique. Alors, pour optimiser le temps, je vous demanderai là, de garder vos questions à la fin de chacune des présentations. Il y aura une période allouée pour ça à la fin de chaque intervention, mais n'hésitez pas à inclure, à mettre vos questions dans le chat. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Savignac. Bonjour tout le monde. Je vais me présenter brièvement avant de partager mon écran. Alors, c'est Carl Savignac, directeur de Dendrodroica Environnement et Faune, une entreprise de consultation là, en conservation des espèces en péril et en environnement là, depuis près de 20 ans, partout au Canada, mais maintenant plus au Québec. Donc, on travaille beaucoup durant les dernières années avec la Fédération canadienne de la faune en Outaouais et avec ALUS Outaouais également c'est ça, dans le cadre d'un programme là, pour sensibiliser les producteurs agricoles aux bonnes pratiques, aux pratiques favorables pour la conservation des oiseaux champêtres. Donc c'est ça. Donc, je vais vous parler, je vais vous partager mon écran. Puis, je vais débuter juste un instant ici. OK. Tout le monde voit bien l'écran, la page de présentation? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Donc, le déroulement de la présentation va comme suit. Donc, on va regarder rapidement là, la définition, puis l'importance des oiseaux champêtres au Québec, l'historique de la présence de ces oiseaux-là dans la province, l'importance de la production de foin pour ces oiseaux, les services écologiques que ces espèces nous fournissent, les tendances des oiseaux champêtres et les principales causes de déclin. On va voir ensuite les détails là, de deux espèces qui nous intéressent aujourd'hui, le goglu des prés, la sturnelle des prés, donc l'information à leur sujet. Et par la suite, les bonnes pratiques ou des pratiques durables là, qui favorisent la survie et la reproduction des oiseaux champêtres, mais particulièrement du goglu des prés et de la sturnelle.
et une conclusion qui suivra. Donc, qu'est-ce qu'un oiseau champêtre? Bon, ben, le nom l'indique. C'est des oiseaux qui sont vraiment inféodés aux prairies, aux milieux ouverts, souvent dominés par des herbacées. Donc, dans notre cas, dans la province, en ce moment, les prairies, c'est vraiment issu de l'agriculture la plupart du temps, donc des champs de foin, des pâturages, aussi des friches agricoles, des terres agricoles qui ont été abandonnées, et certaines grandes cultures. Donc, je n'irai pas en détail à ce niveau-là, mais il y a une trentaine d'espèces qui sont décrites au Québec, là, qui sont dites des oiseaux champêtres. Donc, il y a plusieurs espèces de bruants. Le goglu lasturnelle, évidemment, les pluviers, le pluvier quilldé, par exemple, la maubèche des champs, les hirondelles rustiques, donc plusieurs oiseaux rapaces également. On exclut habituellement la sauvagine, les canards, les bernaches, les grues, habituellement des oiseaux champêtres, c'est pas des espèces qui sont spécifiques à ces milieux-là, donc c'est plutôt des espèces généralistes, mais qu'on peut retrouver à un moment ou l'autre de l'année dans les milieux champêtres. Il y a aussi les oiseaux noirs, les carouges, les étourneaux, les quiscales qui sont fréquents là, en milieu champêtre, mais qui sont pas considérés comme tels. Donc, et les producteurs, évidemment, les producteurs de foin jouent un rôle là, critique et essentiel dans la conservation là, et la gestion de ces oiseaux-là, car comme vous le verrez dans la prochaine diapo, la présence de milieux ouverts ou de milieux champêtres au Québec et partout dans l'est de l'Amérique du Nord, en fait, est vraiment associée à la présence de prairies là, d'origine humaine maintenant. Donc, pour faire un bref survol de la présence des oiseaux champêtres au Québec. Donc, premièrement, il faut dire que c'est pas des oiseaux qui sont ici en grande abondance là, depuis toujours au Québec là en particulier, car c'est ça là, la plupart de le Québec était recouvert de forêts en majorité. Donc, c'est à partir des années 1600 on avait quand même des petites superficies en prairies qui étaient maintenues par les peuples autochtones. Aussi, les castors, les étangs qui étaient asséchés, etc. Ça pouvait servir de milieu ouvert pour certaines espèces, mais c'est vraiment depuis la colonisation européenne là, que là, le défrichement de la forêt, puis l'implantation des pâturages, surtout et des champs de foin, ont permis à des oiseaux en provenance du Midwest surtout et des prairies américaines là, de coloniser l'est de l'Amérique du Nord, incluant le Québec. Donc c'est quand même assez récent. Là, on parle de quelques centaines d'années. Donc, évidemment, les oiseaux qui sont ici aujourd'hui, là, ils dépendent vraiment des champs de foin, aussi des pâturages pour leur survie. Donc, en particulier, les champs de foin, là, ça procure un couvert de nidification et de protection pour ces oiseaux-là. Une importante source de nourriture. Les oiseaux champêtres sont en majorité des insectivores, des granivores. Plusieurs rapaces aussi sont des carnivores. Donc, une importance à ce niveau-là. C'est un habitat évidemment important pour l'élevage des jeunes. Et puis aussi, durant l'immigration, il y a plusieurs espèces, autant des espèces considérées champêtres qu'autres, vont utiliser les milieux ouverts, les champs de foin en particulier. Donc, parmi les services écologiques que les oiseaux fournissent à la société, aux écosystèmes, bon, on parle évidemment du contrôle d'insectes nuisibles. Il y a plusieurs espèces, là, comme le goglu, en fait, qui sont souvent granivores à l'extérieur
de la période de nidification, comme en hiver, en Amérique du Sud, par exemple, mais lorsqu'ils nichent au Québec ou ailleurs, là, sa diète est composée principalement d'insectes. Donc et la plupart des oiseaux font la même chose. Donc, quand ils nourrissent des jeunes, c'est souvent avec des insectes. Donc, et c'est souvent des insectes nuisibles que ces oiseaux-là s'alimentent et moins des insectes comme des pollinisateurs, comme les abeilles, les bourdons, ces choses-là. Donc, c'est vraiment des larves de lépidoptères dont ils se nourrissent. Donc, il y a vraiment aussi une importance au niveau de la pollinisation. Bon, les oiseaux qui mangent des insectes, il y a des oiseaux qui butinent évidemment, comme le colibri. Bon, le colibri n'est pas une espèce de milieu champêtre là, en tant que tel, mais donc, en général, les oiseaux quand même participent là, à la pollinisation. Bon, il y a plusieurs espèces aussi qui sont consommées par des chasseurs, par la population humaine. Donc, ça peut être, c'est peut-être moins important maintenant, mais quand même. Puis, ben, surtout le loisir. Il y a beaucoup d'ornithologues amateurs beaucoup de revenus et puis de dépenses qui sont faites par les ornithologues amateurs pour l'observation des oiseaux. Donc, c'est un loisir très, très, très important. Donc à ce niveau-là, c'est tous des services que les oiseaux nous rendent. Les oiseaux en champêtre sont en déclin. Depuis une cinquantaine d'années. En fait, c'est le groupe d'oiseaux qui est le plus en déclin en Amérique du Nord. Donc, un déclin qui est initié autour des années 50. Puis ça, on a des bonnes bases de données là, qui proviennent des ornithologues amateurs qui nous le démontrent. On a aussi fait plusieurs études là, depuis qu'on s'est aperçu d'un déclin. Les causes principales du déclin, c'est principalement la mécanisation et l'intensification des opérations depuis environ les années 50, là, depuis l'après-guerre. Par exemple, le fauchage du foin maintenant est beaucoup plus fréquent. Donc, vraiment, il y a une intensification puis une mécanisation à ce niveau-là. Et la fragmentation des prairies aussi. Bon, il y a d'autres types de cultures. On a souvent une mosaïque de cultures dans nos régions. Donc, on a des champs de foin qui peuvent être adjacents à des grandes cultures comme des terres à maïs, des champs de soya qui sont moins propices pour la nidification des oiseaux champêtres. Vous m'entendez bien toujours? Oui, c'est bon, c'est revenu. OK, c'est bon. Donc, on a également, évidemment, là, beaucoup un usage important de pesticides dans certains types de cultures, pas dans les champs de foin, mais il peut avoir un impact là, quand même sur les oiseaux champêtres. Il y a beaucoup de drainage de terres humides, évidemment, donc de plus en plus. Donc, on mécanise et on intensifie. Puis, dans le cas de certaines espèces champêtres, comme le goglu, il y a une persécution là, qui est en cours là, depuis longtemps sur les sites de migration, les sites d'hivernage. C'est souvent des espèces qui sont considérées comme des pestes, notamment pour les cultures de riz. Donc, ils sont persécutés ils sont tués là, assez régulièrement. Ici, je montre peut-être revenir en arrière. Ah non, en tout cas, je vais vous montrer ici deux figures qui ont été tirées de la banque de données eBird, une très grande banque de données sur les oiseaux en Amérique du Nord et mondiale aussi. Puis, il y a des statistiques sur les tendances des oiseaux qu'on peut faire ressortir à partir des observations des ornithologues amateurs. En haut, à droite, on a le goglu des prés. Donc, on voit que c'est en rouge partout au Québec et dans le nord de l'Ontario. Donc, c'est des déclins de l'ordre de plus de 20 qu'on a évalué de cette façon-là. Donc, c'est vraiment généralisé. La même chose pour l'asturnelle en bas. Les points rouges sont un peu plus faible taille, mais ça, c'est juste l'abondance
mais ici, c'est juste la couleur qui est vraiment importante. Plus c'est rouge, plus c'est en déclin, et plus c'est bleu, plus c'est en augmentation. Donc, pour le goglu, il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits où c'est en augmentation, peut-être un petit peu dans le secteur de l'Abitibi, là peut-être où il y a encore du défrichement. Puis dans le cas de la Sturnelle, un petit peu en Ontario, au sud d'Ottawa, mais au Québec, c'est généralement un déclin assez prononcé. Donc ici, je vais vous présenter un peu là, une description du goglu et de la sturnelle, nos deux espèces là, cibles qu'on va discuter aujourd'hui. Le goglu, c'est une espèce là, qui est considérée menacée au Canada selon la loi des espèces en péril. C'est pas une espèce qui est désignée au Québec, mais qui est toutefois en déclin, le prononcé dans la province. C'est une espèce que la plupart d'entre vous connaissez peut-être, là, si vous êtes familier avec les milieux champêtres. Donc, c'est un oiseau qui est un peu plus petit qu'un merle d'Amérique. Le mâle est quand même assez distinct, là, un plumage généralement noir sur le ventre, la poitrine et plutôt pâle sur le dos, la nuque. Donc, un oiseau qui est blanc, noir et beige, là, si on considère la nuque, donc une coloration assez caractéristique. C'est des oiseaux là, qui sont granivores une bonne partie de l'année, qui ont un bec conique, un bec de granivore. Et puis, donc, c'est ça. La femelle est quand même assez différente côté coloration, donc plutôt terne, beige et avec des rayures brunes. Les juvéniles sont pratiquement de la même couleur que les femelles à l'automne, peut-être un peu plus jaunâtre. Donc, ici, on a une photo d'un nid. Je vais en parler un peu plus de la nidification. Puis ici, c'est un oiseau que les mâles, on les voit souvent là, au printemps. Dès leur arrivée, on les voit en parade nuptiale, en train de se pourchasser. Les mâles sont quand même assez agressifs, puis ils délimitent leur territoire là, sans arrêt au printemps, surtout durant les matinées. On les voit souvent là, perchés là, le long des clôtures dans les champs. Puis, c'est des oiseaux qui sont quand même grégaires. On les voit en groupe. Ils vont nicher en groupe, puis comme ça, durant tout leur cycle vital. Puis, c'est un migrateur là, vraiment de longue distance qui peut parcourir jusqu'à 20 000 km annuellement. Donc, on voit ici, on donne une idée de la distribution puis de la répartition de l'oiseau selon les saisons. Donc, en haut, en orange, c'est vraiment le site de nidification qui inclut tout le sud du Québec, le sud du Canada. En jaune, c'est plus des secteurs où l'oiseau est en migration. Puis au sud de l'Amérique du Sud, on voit une zone plus bleue qui correspond au site d'hivernage. Donc, c'est vraiment un migrateur là, qui va très loin pour passer l'hiver. Donc, l'habitat de nidification du goglu est presque exclusivement des champs de foin, en fait. C'est des champs de foin parce que l'herbe est longue. C'est un oiseau qui nécessite là, un habitat avec des herbacées très longues, très hautes. Et aussi des champs de foin qui sont de grandes dimensions. On parle ici d'au moins 5 hectares. Donc, vous allez rarement voir des goglus dans des petites parcelles là, qui sont moins de cette taille-là. Donc, et généralement, ce qu'on s'est aperçu en Outaouais depuis qu'on fait des études, c'est que plus les champs de foin sont vieux, je veux dire, moins qu'ils ont été travaillés et ensemencés depuis longtemps, plus c'est riche en termes de goglus, plus les densités sont élevées. Donc, ça, c'est un aspect important. C'est un oiseau qui aime beaucoup aussi les lisières d'arbustes dans les champs, qui va souvent nicher au pied des lisières d'arbustes ou des fossés là, arbustifs. Souvent, les mâles vont utiliser ces arbustes-là pour se percher
puis pour pouvoir délimiter leur territoire aussi et protéger leur nid contre des intrus. Donc, des habitats qui sont évités, souvent, c'est des prairies comme des champs de foin qui sont dominés par des légumineuses comme la luzerne. Donc, ça, c'est plutôt des habitats qui vont être suboptimaux, comme des terres, des pâturages ou des champs de foin là, voués, où le fourrage est voué aux vaches laitières. Donc, ça, c'est habituellement des habitats qui sont peu occupés par l'espèce. Des pâturages actifs où l'herbe est courte, c'est très rare que vous allez voir du goglu. Des grandes cultures, maïs, soya, etc., c'est très rare aussi. Et des champs de foin qui sont bordés par des forêts matures ou des routes très passantes. Là aussi, vous allez voir des zones d'exclusion. C'est des habitats qui semblent propices, là, mais qui vont être évités par l'espèce. Donc, le comportement de nidification, ben, c'est un oiseau qui arrive au Québec vers le 10 mai. Ils sont quand même très, très fidèles à leur territoire de nidification. Puis, à chaque année, on les voit arriver vraiment autour de la même date, là, plus ou moins 2 ou 3 jours. C'est un oiseau qui va nicher au sol, une forme de coupole, une forme typique de passereau. Et qui va pondre de 4 à 5 œufs. C'est un oiseau qui va produire une seule nichée dans l'année. Puis, bon, la période de nidification est vraiment l'arrivée des oiseaux autour de la mi-mai jusqu'à la mi-juillet pour élever les nichées. Mais on ajoute habituellement un autre 15 jours jusqu'au 15 juillet pour l'élevage des jeunes hors nid. Donc, j'aurais pu mettre là, du 15 mai au 15 juillet, ça aurait été peut-être encore mieux. C'est un oiseau qui va seulement faire une tentative de nidification par saison. Donc, si il commence à nicher, puis son nid est prédaté ou détruit, il va pas, c'est fini. Donc, c'est fini pour la saison, il n'y aura pas de nouvelles tentatives. C'est pas comme ça pour tous les oiseaux, mais pour le goglu, c'est comme ça. Les jeunes quittent le nid à peu près à la 3e de juin, dépendamment là, des régions au Québec. C'est plus tôt dans le sud, un peu plus tard au nord. Puis les jeunes vont être vraiment mobiles autour du 15 juillet. Donc, pour fuir. Donc, mais à partir du 15 juillet, c'est des oiseaux qui vont être en groupe, plusieurs groupes familiaux, puis ils vont être très mobiles. Donc, c'est ça. Vers la fin juillet, mi-août, juste un peu avant la migration automnale, on va voir des groupes familiaux, là, parfois des centaines d'oiseaux ensemble. Donc, encore à ce niveau-là, c'est un oiseau très, très grégaire, là, même pour la migration, puis durant tout le cycle vital. Donc, une migration qui commence habituellement à la mi-août. La sturnelle des prés, également une espèce menacée au Canada. Donc, et comme le goglu, aucune désignation là, pour le Québec. Mais c'est une espèce qui est en déclin là, prononcé depuis plusieurs décennies au Québec. C'est un oiseau qui est facilement reconnaissable, qu'on voit pas souvent, qui est moins grégaire que le goglu, mais c'est un oiseau très coloré, de la taille d'un merle, donc un peu plus gros que le goglu. Une poitrine là, jaune vif avec une forme de noir en V, en forme de V, un bec très pointu, comme très long, donc qui est vraiment insectivore, même parfois carnivore aux États-Unis apparemment. Donc une queue très courte. C'est un oiseau assez trapu, puis des pattes assez robustes. C'est un oiseau qu'on détecte principalement par son chant, donc un sifflement très mélodieux. Je ne l'ai pas ici, mais je vous suggère d'aller l'écouter sur l'Internet ou sur certaines applications. C'est un très beau chant qu'on
qu'on entend très souvent là, dès le mois d'avril quand les oiseaux arrivent de migration. Donc, contrairement au goglu, c'est une espèce qui est plutôt solitaire, qui va nicher là, vraiment, là, qui nécessite quand même un grand territoire. Puis, et à l'inverse du goglu, que lui, il va nicher en petits groupes. En petits groupes larges dans les champs de foin, la sturnelle, elle va utiliser là, de très grands espaces pour faire un territoire et va être très agressive. Les mâles vont être très agressifs envers chacun pour délimiter leur territoire. C'est un oiseau qui est souvent vu au sol, qui s'alimente au sol beaucoup, puis qu'on voit quand même percher sur les clôtures, les arbustes, etc. Donc, c'est un oiseau qui s'alimente de gros insectes, encore ici, souvent d'insectes nuisibles, des criquets, des sauterelles, par exemple. Il y a beaucoup de larves de lépidoptère également. Puis, contrairement au goglu, c'est un migrateur de courte distance. Donc, les oiseaux qui nichent au Québec, dans le sud du Québec, par exemple, vont aller nicher là, dans le nord et au centre des États-Unis. Donc, beaucoup moins, une distance beaucoup moins grande. Donc, l'habitat de nidification de la sturnelle, c'est des prairies, évidemment, des prairies quand même plus vieilles. L'habitat idéal, c'est des champs de foin ou même des champs en friche qui ont une épaisseur là, de litière assez importante, puis une structure de la végétation aussi assez importante. Donc, également, comme le goglu, c'est une espèce qui préfère les grandes prairies de plus de 5 hectares, souvent non fragmentées. C'est là qu'on retrouve les plus grandes densités de sturnelles. Donc, comme le goglu, souvent très, très rare ou absente là, des grandes cultures. Tout va bien jusqu'à maintenant? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. OK, parfait. OK, j'espère que je parlais pas dans le vide pendant 10 minutes. C'est bon, OK. Donc, comportement de nidification de la sturnelle. Bon, ben, c'est comme j'ai dit plus tôt, c'est un oiseau qui arrive quand même plus tôt que le goglu. Arrive au début d'avril, même quand il y a encore un peu de neige. C'est un oiseau qui va donc commencer à nicher un peu plus tôt, donc au début mai. Donc, le territoire, un grand territoire de 3 hectares en moyenne, là, quand même une bonne dimension. Donc, comme le goglu va nicher au sol, le nid, cependant, va être en forme de dôme, donc un genre de tunnel là, avec avec la litière, donc, et un nid qui va être composé d'herbes, etc., puis contenant là, de 4 à 5 œufs. La durée de nidification, là, on estime autour de 23 à 27 jours. Donc, grosso modo, là, 3 semaines à 1 mois. Puis, contrairement au goglu, la sturnelle, elle, va faire une seule nichée au Québec. Elle pourrait faire 2 nichées, peut-être dans l'extrême sud, comme en Outaouais, mais ça n'a pas encore été documenté. Mais en général, c'est une seule nichée. Puis, la sturnelle a la capacité de faire plusieurs tentatives là, de nidification si ces premiers nids n'ont pas eu de succès. Donc, peut faire jusqu'à 4 tentatives. Ça, c'est quand même intéressant et quand même unique. Donc, c'est la période de mobilité des oisillons est autour du 10 juin. Donc, encore là, les jeunes deviennent mobiles beaucoup plus tôt que chez le goglu. Donc, c'est une espèce encore là qui est sensible aux bordures forestières puis aux routes passantes. Donc, souvent, le risque de prédation là, est élevé à ces endroits-là. Donc, les oiseaux apprennent un peu, si on veut, à éviter ces secteurs-là, même si l'habitat semble propice pour la nidification. Donc, la migration pour la sturnelle est beaucoup plus tardive que chez le goglu. Donc, en octobre, le début des mouvements migratoires. Donc, si juste donner une idée de la distribution de la sturnelle,
ça montre pas très bien ce que font les sturnelles au Québec. Je vous dirais que vous voyez ici la zone de nidification en orange. Donc, et la zone de d'hivernage est plutôt au nord des États-Unis. Puis ce que vous voyez, les couleurs au sud, c'est d'autres, c'est la sturnelle aussi, mais c'est d'autres sous-espèces qui nichent et qui migrent en Amérique du Sud. Donc, mais la sous-espèce qu'on a au Québec se maintient vraiment là, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, selon son cycle vital. Donc, les pratiques agricoles durables ou PAD, dans ce cas-ci, on appelle aussi des bonnes pratiques agricoles ou des best management practice en anglais, différents termes, mais c'est vraiment des pratiques agricoles qui favorisent la conservation des oiseaux champêtres. Donc, si je voulais vous parler de la première pratique agricole favorable aux oiseaux, qui, comme on peut dire en anglais, le state of the art, la meilleure bonne pratique qui a le plus de succès, le plus d'efficacité, c'est vraiment le rapport de la fauche du foin là, après la nidification. Donc, qu'est-ce que ça consiste à quoi en fait? Ben, c'est comme le titre l'indique, c'est de rapporter la fauche d'un champ ou d'une section d'un champ après la période de nidification des oiseaux, après le 15 juillet, idéalement, quand la nidification est terminée, quand les jeunes sont mobiles et indépendants ou presque indépendants, et où peuvent fuir la machinerie. Donc, comme je disais, c'est une des bonnes pratiques les plus efficaces. Bon, les bénéfices pour les oiseaux, évidemment, c'est un maintien du couvert de nidification jusqu'au pic d'envol des oiseaux. Ça réduit le risque de mortalité des oisillons, ça augmente beaucoup le succès de reproduction et la survie des femelles. Là, on peut se demander pourquoi les femelles, parce que les femelles, les adultes sont mobiles, mais je vous dirais que quand les goglus, par exemple, sont niches, les femelles, quand les oisillons sont jeunes, les femelles vont être très protectrices des oisillons, des nids. Donc, si la machinerie arrive, la faucheuse arrive, les femelles vont souvent être sur les nids. Puis risquent de se faire faucher parce qu'ils vont protéger vraiment les œufs et les oisillons. Donc, en reportant la fauche, en laissant des blocs ou des lisières non fauchées jusqu'au 15 juillet, on aide pas seulement les oisillons, mais aussi les femelles adultes. Donc, cette technique-là permet de protéger intégralement certaines parcelles durant la période de nidification. Ça peut se faire en totalité là, dans des petits champs. Donc, on évite de faucher durant la période dans l'ensemble d'un champ, si c'est possible. Ça peut se faire dans certaines portions d'un champ, aussi d'un grand champ, comme on voit ici sur le schéma. Ça peut être un bloc central. On considère, on recommande habituellement au moins 1 hectare pour un secteur non fauché, ou en tout cas rapporter la fauche sur une superficie d'1 hectare pour permettre Oups, désolé. Voyons. Pour permettre aux oiseaux de pouvoir, de plusieurs nids, de pouvoir compléter leur nidification. Les réserves non fauchées peuvent être aussi en lisière de fossé, comme sur le dessin D, ou aussi en bordure là, comme en B, en bordure de champ. Mais c'est bien de mettre, si on met des lisières, de les mettre les plus près l'une de l'autre, comme éviter d'avoir des bandes ou des lisières là, isolées comme le dernier dessin. Donc c'est ça. Les lisières, idéalement, c'est bien d'avoir une lisière d'au moins 15 mètres de largeur pour créer suffisamment d'habitat pour les oiseaux. Donc, les inconvénients de reporter la fauche, il y en a quelques-uns, puis je vais regarder aussi les bénéfices. Parmi les inconvénients, ben, il y a la réduction d'une certaine qualité du fourrage. C'est pas vraiment recommandé, par exemple,
du fourrage qui serait voué là, aux vaches laitières parce qu'eux ont vraiment besoin d'un taux de protéines élevé. C'est parce que c'est quand on fauche, évidemment, après le 15 juillet, le taux de protéines diminue quand même significativement là, pour certains animaux. Puis en termes d'inconvénients aussi, c'est certain que si on désire faucher l'entièreté d'un champ, puis on a laissé une parcelle non fauchée, ben on doit retourner la faucher. Donc, c'est sûr que ça demande plus de temps à ce niveau-là. Parmi les bénéfices pour les producteurs, évidemment, bon, c'est une application quand même simple, c'est peu exigeant, puis ça n'entrave pas la pratique conventionnelle, la fauche. Là, on peut faucher comme d'habitude, puis c'est quand même très simple comme technique. C'est sûr que c'est une meilleure application, comme j'ai dit, pour du fourrage qui serait destiné à des chevaux ou du bœuf de boucherie, comme des tares ou des vaches non lactantes, donc des animaux qui ont moins besoin ou qui dépendent pas d'une alimentation là, très riche en protéines. Donc pour les oiseaux, les bénéfices, évidemment, c'est la pratique la plus efficace pour maintenir la survie, assurer la survie, puis maintenir le succès reproducteur dans les champs de foin. Là, peut-être que vous questionnez sur le comment on peut installer ou localiser des blocs non fauchés ou des lisières non fauchées. Ben, c'est certain que pour que ce soit le plus efficace possible, il faut connaître où sont les oiseaux. C'est difficile d'appliquer cette technique-là à la grandeur d'une opération agricole, donc il faut sélectionner des secteurs habituellement où les oiseaux sont les plus abondants. Donc, ça passe par l'observation, c'est d'évaluer les secteurs qui sont les plus utilisés. Bon, souvent, on peut demander de l'aide, un producteur peut demander de l'aide à des ornithologues amateurs si le producteur lui-même ne connaît pas les oiseaux. Mais souvent, les producteurs connaissent quand même bien les oiseaux. Ils ont une bonne idée où l'action se passe, si on veut. Puis, à ce moment-là, c'est plus facile, évidemment, de sélectionner ou de localiser des futures réserves non fauchées. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'un secteur qui serait où la fauche serait reportée, ça peut être, on peut faire ça au même endroit chaque année, car les oiseaux vont revenir, sont très fidèles à leur site de nidification, ou on peut aussi déplacer. C'est une technique là, qui permet de déplacer là, un peu à notre guise là, les secteurs où la fauche va être reportée, mais comme je dis, c'est toujours mieux de faire ça là où les densités sont les plus élevées pour optimiser la bonne pratique. Et aussi optimiser ou aider le plus d'oiseaux possible à avoir un succès reproducteur élevé. La deuxième bonne pratique, c'est le rapport de la modification du patron de fauche. Je ne sais pas si on voit bien ça à l'écran en haut. Moi, c'est un peu masqué. Mais donc, si la fauche doit se faire avant le 15 juillet, donc durant la période de nidification, on suggère aux producteurs de foin de changer le patron de fauche. Donc, opter pour un fauchage centrifuge, c'est-à-dire à partir du centre vers les bordures d'un champ au lieu d'une fauche conventionnelle là, où on part des bordures puis on se dirige vers le centre. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de mortalité, c'est là que le plus gros de la mortalité se fait, parce que quand on fauche d'une façon centripète, là, des bordures vers le centre, ben on concentre les oiseaux. La faucheuse va faucher, puis les oiseaux vont fuir ou vont se faire écraser par la faucheuse, mais ceux qui vont fuir, ben ils vont fuir vers le centre jusqu'au dernier coup de fauche. Donc, il y a beaucoup de mortalité, jusqu'à presque 100% de mortalité dans certains cas. Donc, si on fait une fauche qui est vers le centre et du centre vers les bordures, ben là, on pousse les oiseaux, les oisillons en particulier, vers des secteurs qui sont non fauchés.
Et puis, à ce moment-là, ils ont toujours un couvert de protection là, pour fuir. Donc, les bénéfices, évidemment, pour les oiseaux, c'est une augmentation significative de la survie des oisillons. Comme j'ai dit, ça permet aux oisillons de fuir dans des secteurs non fauchés. Ça évite de concentrer les oisillons au centre des parcelles. Puis, ben, ça garantit vraiment un couvert là, de protection. Puis, idéalement, là, si on applique cette pratique-là, c'est mieux aussi de réduire la vitesse de fauche là, à environ 10 km/h simultanément parce que, bon, ben, en réduisant les vitesses, là, ça donne évidemment plus de temps aux oiseaux de fuir. C'est une bonne pratique en soi aussi en général, si on n'a pas d'autres options, je vais en parler, mais de réduire la vitesse, là, c'est toujours une bonne option si on ne peut pas faire aucune autre pratique pour les oiseaux. Donc, les inconvénients et bénéfices pour le patron de fauche, ben, il n'y a pas vraiment d'inconvénients. C'est surtout que ça compte. Le seul, peut-être, c'est que ça ne convient pas à toutes les topographies. Ça peut être plus difficile là, sur un terrain qui est peut-être plus accidenté parce qu'il faut quand même s'enligner là, proprement là, au milieu d'un champ quand on commence le fauchage. Mais sinon, les bénéfices là, l'emportent. Là, c'est quand même une pratique qui est facile d'application. Peut-être plus facile là, quand les champs ont un relief plat, mais quand même, c'est simple, c'est sans coût, très peu coûteux. C'est certain, si on réduit la vitesse en même temps, ben, ça peut prendre un peu plus de temps à faucher, mais c'est pas significatif dans plusieurs cas. Donc, c'est une technique là, qui quand même qui s'ajuste bien. Comme après le 15 juillet, on peut refaucher le champ ou le champ d'une façon standard. Donc, ça ne change pas la qualité du foin. La qualité du foin reste la même. Donc, c'est vraiment une bonne technique à adopter si on doit couper là, durant la période de nidification. On ne peut pas tout sauver les oiseaux, évidemment, mais c'est une technique qui va vraiment être significative là, pour augmenter le taux de survie des oisillons. Bon, une des troisièmes pratiques, c'est de réduire la vitesse, comme je vous ai dit. On suggère vraiment là, de réduire à environ 10 km/h pour laisser plus de temps aux oisillons de fuir devant la machinerie. C'est une bonne pratique là, qui est très simple et puis que plusieurs producteurs utilisent déjà, souvent à cause qu'ils ont la machinerie qui est quand même lente, puis ils le font déjà. Mais pour ceux qui ont des machines plutôt modernes, rapides, c'est une pratique à opter si on veut aider les oiseaux dans les champs de foin. Donc, les inconvénients comme j'ai dit, les inconvénients d'une réduction de vitesse, hein, c'est sûr qu'il y a plus de temps passé à faucher. Il y a aussi, c'est peut-être plus difficile dans les très grands champs là, de faire ça. Peut-être ça s'applique plus aux champs plutôt moyens ou petits. Les bénéfices sont encore comme les autres pratiques que j'ai discutées. C'est des pratiques quand même faciles d'application. On peut l'ajouter facilement. Après le 15 juillet, on peut faucher avec la vitesse normale dans l'ensemble des champs. Ça ne change pas la qualité, la quantité du foin récolté, évidemment. Puis, c'est vraiment bénéfice pour la survie puis la reproduction des goglus, entre autres. Excuse-moi, Carl, je veux juste t'informer qu'il resterait 5 minutes à ta présentation. OK. Ici, je vais vous montrer la dernière bonne pratique, la fauche avec une barre d'effarouchement. Donc, je vais partir la vidéo tout de suite. Vous allez comprendre le principe.
Donc, vous voyez la barre, une barre métallique fixée en avant du tracteur et environ 3-4 mètres là, en avant de la faucheuse. Donc, avec des chaînes qui font du bruit, qui touchent les herbes. Donc, c'est la barre d'effarouchement qui est déployée d'un côté du tracteur, du côté de la faucheuse, puis qui fait fuir les oiseaux avant que la faucheuse arrive. Donc, c'est vraiment un principe simple. J'espère que vous avez bien vu la vidéo. C'est une technique qui est utilisée beaucoup en Europe, encore un peu moins, c'est vraiment à ses débuts là au Québec. En Outaouais, on en a quelques-unes qu'on prête, que la Fédération canadienne de la faune prête à certains producteurs. Il y en a aussi dans le bout du lac Saint-Pierre. Donc c'est vraiment une bonne pratique pour si vous devez faucher durant la période de nidification avant le 15 juillet. Puis c'est bénéfice pour d'autres espèces aussi de faune, les faons, les canards, les dindons, qui peuvent aussi mettre bas ou occuper, là, nicher dans les champs de foin. Donc, idéalement, la barre d'effarouchement, c'est de l'appliquer aussi avec une vitesse réduite, puis une modification du patron de fauche pour avoir vraiment là, une optimisation là, des pratiques pour optimiser la survie des oiseaux. Puis, là, j'ai pas le temps d'en parler, mais nous, on a fait des observations, là, on a fait des tests en 2021 en Outaouais. Pendant 2 heures de temps, on a observé là, un producteur qui fauchait avec une barre d'effarouchement. Puis c'est très efficace là, pour faire fuir les oiseaux, mais c'est vraiment essentiel de changer le patron de fauche et la vitesse pour pas concentrer les oiseaux qui fuient la barre dans le milieu du champ. Donc, c'était nos conclusions, parce qu'il peut y avoir beaucoup de prédation par les corbeaux, les oiseaux, etc. Si on fait fuir les oiseaux dans des secteurs qui sont fauchés, qui sont à découvert, donc plus de couvert de protection. Donc, il y a plusieurs... les inconvénients sont... Il n'y a pas vraiment d'inconvénients, c'est juste que c'est difficile à trouver en ce moment, les barres. Il faut les faire nous-mêmes. Ça s'applique difficilement sur de petits champs. Il faut quand même avoir un peu d'espace, mais c'est facile d'installation. Ça nuit pas aux opérations de fauche. C'est peut-être plus recommandé pour des petites faucheuses de 8 à 12 pieds que des plus grandes, mais en général, c'est quand même bien. Puis c'est ça. Nous, en Outaouais, il y a des organismes qui peuvent prêter les barres d'effarouchement. Puis, LE s'est aussi intéressé, je crois, là, à s'en doter en Outaouais. Donc, il y a d'autres bonnes pratiques. Je ne regarderai pas en détail. Il y en a. Je vous suggère d'aller voir le document de Québec Oiseau produit par Lamoureux et Dion en 2016. Il y a une série de bonnes pratiques pour les champs de foin. Il y en a, celles que je vous ai montrées aujourd'hui étaient les plus efficaces, si on veut, mais il y en a toute une série là, que vous voyez en ce moment. Puis, alors c'est ça ici, je ne veux pas rentrer en détail, c'est ce qu'on a fait en Outaouais depuis 2019. Et aussi, on collabore, la Fédération de la faune a collaboré avec l'implantation d'ALUS en Outaouais pour inciter les producteurs de la région à appliquer des bonnes pratiques. Puis, alors c'est ça. Alors, pour conclure, ben, rapidement, il y a des bonnes pratiques simples et efficaces qu'on peut adopter dans les champs de foin. Puis ça a vraiment un impact significatif sur plusieurs espèces d'oiseaux, dont le goglu et la sturnelle. Puis parce que ça procure un habitat d'éducation, puis ça augmente vraiment la survie puis le succès de reproduction. Puis j'encourage les producteurs à regarder ces options-là avec les organismes locaux là, qui peuvent les aider là, à ce niveau-là. Donc, merci bien.
si vous avez des questions. Je ne sais pas si j'ai mangé mon temps de questions, mais j'espère que Oui, non. je vais inviter, là, on a déjà 2 questions dans la section discussion. Alors, j'inviterai tous les autres participants là, qui ont des questions à les inclure dans la section discussion. Et puis, on va s'assurer là, de répondre nous-mêmes ou de demander à Carl de répondre à toutes ces questions et on enverra là, un résumé des questions et réponses là, à tous les participants. Alors, donc, je passerai maintenant la parole à Frédéric, qui va vous présenter là, le programme ALUS, là, qui pour aider les producteurs qui voudraient faire de la fauche retardée. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon, Frédéric, C'est bon, puis on m'entend bien aussi? aussi. Parfait. Donc, je me présente, Frédéric Gagné, je suis conseillère en agro-environnement à l'UPA de la Montérégie. Puis, je suis coordonnatrice du programme ALUS Montérégie depuis 1 an et demi maintenant. Pour vous mettre un petit peu en contexte là, sur c'est quoi le programme ALUS, en fait, c'est une OBNL nationale et qui est un programme qui propose qui propose un programme qui est développé par la collectivité et qui est mis en œuvre par des producteurs agricoles. Donc, le programme vise à produire, améliorer, maintenir les services écosystémiques sur les terres agricoles. De quelle façon on va faire ça? Ben, c'est en mettant en place différents projets, dont l'implantation de haies brise-vent, l'implantation de banderies pleine énergie, le reboisement et même certaines modifications de pratiques aussi, comme la fauche retardée. Puis, ça va permettre éventuellement là, de mitiger certains effets là, de l'érosion et des inondations en fonction du type de projet qu'on met en place, de séquestrer du carbone, mais aussi d'atténuer éventuellement les effets des changements climatiques. La vision du programme, c'est d'aller vers un avenir où les producteurs pourraient produire des biens et services écosystémiques à partir de solutions fondées sur la nature, sans compromettre leur production, c'est important, pour aider à résoudre justement les crises de perte de biodiversité et du changement climatique. Et notre mission à nous, à ALUS Montérégie, ça va être de venir aider ces producteurs-là à mettre en place des solutions fondées sur la nature, sur leur terre, pour soutenir, de un, l'agriculture durable, mais aussi la biodiversité pour les collectivités et aussi les générations futures. Donc, c'est un programme qui est développé, je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, par les collectivités et livré par des producteurs agricoles, parce qu'il faut savoir que dans ALUS au Canada, là, il y a plus de 38 collectivités qui sont gérées localement, là, dont ALUS Montérégie, c'est une collectivité. Puis ce que ça permet, c'est de mieux répondre en fait à des enjeux environnementaux qui sont locaux et de proposer des solutions aussi qui répondent bien à ces enjeux-là, parce qu'évidemment, les réalités des producteurs agricoles dans les prairies ou dans l'Est du Canada, là, dans l'île du Prince-Édouard et même au Québec, ça va être des enjeux qui sont différents et aussi des solutions qui sont différentes. Donc, c'est important. C'est une des forces, en fait, du programme, c'est vraiment de répondre aux enjeux et d'apporter des solutions là, qui sont adaptées à notre réalité ici en Montérégie. Et puis, évidemment, ça s'adresse aux producteurs qui vont produire, bonifier et conserver des services écosystémiques sur leur terre pour les collectivités et les générations futures. Nous, on va venir, en échange, offrir un soutien technique et financier à ces producteurs-là, par le biais notamment de ressources et d'expertise. Et on va aussi verser des paiements annuels de gestion aux producteurs qui vont mettre en place les projets sur leur terre. Et ça permet de garantir une certaine pérennité là, des projets, parce qu'il faut savoir que les producteurs qui adhèrent au programme vont signer des ententes de conservation qui sont volontaires, là. Donc, le producteur peut se retirer à tout moment de son entente là, pour quelques raisons que ce soit. Donc, je l'ai dit justement ici, là, les fermes qui vont adhérer volontairement au programme ALUS Montérégie vont bénéficier de plusieurs trucs, là, dont les conseils pour la réalisation des aménagements. Évidemment, il va y avoir une rétribution financière pendant 5 ans, comme je l'ai mentionné, mais aussi il y a possibilité de renouveler ces ententes-là là, pour les producteurs pour un autre 5 ans. Donc, tous nos projets 2016, 2017, 2018 qu'on a mis en place ont été reportés pour un autre 5 ans. Là. Donc, ça ne peut pas, le producteur reçoit une rétribution là, pendant au moins 10 ans, dans notre cas. Et ensuite, on va aussi offrir certaines formations, organiser beaucoup d'événements de transfert de connaissances et de vitrines des pratiques durables. Puis, une des forces du programme aussi, c'est de valoriser les producteurs et les actions des producteurs et de leur offrir une certaine reconnaissance là,
au moyen notamment de diffusion dans les médias, mais aussi on organise chaque année un événement là, de remise des rétributions. Puis ça permet à tous les producteurs qui ont participé lors de l'année en cours là, de reconnaître leurs actions, mais aussi les actions des autres producteurs. Rapidement, en fait, je ne sais pas si je l'ai mentionné, là, mais c'est depuis 2016 que le programme ALUS existe en Montérégie. Puis depuis, on a 164 firmes participantes. On a beaucoup de projets dans 66 municipalités et 14 MRC et agglomérations de la Montérégie. Donc, c'est presque dans l'entièreté des MRC. On a 146 hectares de terres qui ont été aménagés là, et qui produisent des biens et services écosystémiques. 570 000 d'investissement pour les rétributions sur 5 ans. Ça inclut évidemment les renouvellements aussi des projets. Puis, c'est plus d'1,6 million d'investissements pour les aménagements, mais aussi l'administration du programme, là, donc toute la coordination, évidemment, l'organisation des journées, d'établissement des projets, main-d'œuvre, matériaux, etc. Puis, on collabore avec beaucoup d'intervenants du milieu, autant des clubs conseils que les OBB ou des organismes de conservation de l'eau. Donc, on a ici quelques exemples de projets admissibles. On a des haies, par exemple, des haies multifonctionnelles multitraques qui incluent donc arbres, arbustes et bandes herbacées pour les pollinisateurs. On a des haies brise-vent bonifiées de nichoirs. On a aussi des prairies riveraines, donc qui sont composées de foin. Puis dans le cas qui nous intéresse peut-être un peu plus ici aujourd'hui, on a également la modification pratique qui est la fauche retardée de foin pour favoriser l'habitat des oiseaux champêtres. Donc, on voit ici 2 exemples de parcelles d'1 hectare, en fait, qui ont été 2 hectares qui ont été retardés, dont la fourche a été retardée en 2021-2022. Puis, si on veut rendre cette pratique-là admissible au programme, en fait, c'est qu'il faut seulement une demande d'intérêt. Il faut signifier son intérêt. Si on a observé, par exemple, des gobelots de la tournelle chez soi, puis soit à moi en m'écrivant, en remplissant une demande d'intérêt ou en écrivant à mes collègues, là, Virginie ou Mylène, là, qui s'occupent des programmes. Puis on va aller en fait valider la présence de l'espèce chez les producteurs. Puis s'il y a vraiment présence d'espèces, on va pouvoir ensuite délimiter la parcelle et pouvoir retarder la première fauche du foin. Dans quel contexte ça s'inscrit et que ça a été développé, la fauche retardée? Bien, les projets de pilote, en fait, au départ, c'est ça. C'était des projets pilotes de fauche retardée. Ça a débuté dans le cadre du projet PEPTA. C'est un projet qui s'intitulait Mobilisation de la communauté agricole de la Montérégie pour la conservation des espèces en péril et de leur habitat. C'est un projet qui a été mis en place là, avec le soutien d'Environnement et Changement climatique Canada. Et s'étalait de 2020 à 2023, là, donc qui est terminé en mars 2023. Et c'était initialement pour aider le rétablissement de plusieurs espèces en péril en Montérégie, dont le goblet des prés et la saumure des prés. Il y a eu 5 firmes qui ont pu participer au programme, 2 en 2021 et 3 en 2022. Puis, la réussite de ces projets-là a permis d'élargir justement les critères d'admissibilité du programme. Donc, maintenant, la modification de pratique qui est la fauche retardée de foin fait partie du programme ALUS. C'est une pratique admissible. Et pour vous montrer justement ici rapidement là, que ce sont des projets qui fonctionnent, on a pu confirmer beaucoup d'individus dans les différentes parcelles. Donc, seulement en 2022, on a pu confirmer la présence de 115 individus dans nos parcelles de fauche retardée de foin chez 4 entreprises. Chez une entreprise, on a également pu confirmer la présence de 5 individus de tournelle des prés. Comme j'ai mentionné, le projet financé par PEPTA, c'est un projet qui se termine en mars 2023, mais on a une continuité un petit peu du projet avec le projet pour lequel on vous présente le webinaire d'aujourd'hui. Donc, le projet de fauche retardée en faveur des oiseaux champêtres, qui est lui de 2023-2024. C'est, comme mentionné, un projet qui s'inscrit dans l'objectif d'amélioration de la biodiversité dans le cadre du PAN, du MAPAC. Et cette année, on a pu avoir 3 firmes participantes pour 4 hectares de fauche retardée. Et l'objectif de ce projet-là, c'est plus de former et d'accompagner vraiment les productrices et les producteurs agricoles dans la modification de leurs pratiques de récolte du foin. J'ai encore un petit peu de temps, là, rapidement, pour les conditions générales d'admissibilité au programme ALUS Montérégie. Bien, d'abord, c'est important d'être un producteur agricole tel que reconnu par le MAPAC. On doit être membre de son syndicat local de l'UPA de sa région. On doit également avoir des aménagements qui sont localisés en Montérégie. Là, maintenant, il y a plusieurs collectivités, ALUS Montérégie, ALUS Outaouais, Laurentides et Chaudière-Appalaches. Donc, si vous êtes dans une de ces régions-là, vous êtes informé auprès de son programme. Évidemment, le projet doit être réalisé lors de l'année d'acceptation du projet. On demande une demande d'intérêt de la part du producteur.
Puis, pour obtenir la rétribution monétaire, ben, pour ce qui est spécifiquement de la fauche retardée, la superficie doit être minimalement d'être d'1 hectare. Pardon. Et si c'est tout autre projet, ça sera 0,15 hectares à l'exception de projets collectifs de 2 hectares ou plus. Puis, en fonction du type de projet, de la valeur écologique et de la superficie qui est aménagée, mais une rétribution qui va varier entre 300 et 750 par hectare par an pendant 5 ans. On a aussi plusieurs outils qui sont à votre disposition là, via notre site web de la Montérégie, la section agro-environnement. On a les formulaires d'intérêt si vous voulez déposer un projet ou si vous voulez inscrire, par exemple, une parcelle de fauche retardée au programme. On a des guides de suivi pour assurer la pérennité de vos aménagements. On a les bulletins de réalisation, donc vous pouvez voir tous nos partenaires, tous les producteurs qui ont réalisé des aménagements. On a également des carnets, le carnet sur les espèces en péril et un guide interactif aussi sur les espèces en péril dans Montérégie. Donc, on peut voir les habitats des différentes espèces. Voilà. C'est bon, merci Frédéric. Encore une fois, j'ai vu que vous aviez utilisé la section discussion, puis que mon collègue Virginie répondait à vos questions. Donc, on va passer à notre dernier conférencier, qui est M. Martin Berger, qui est ici avec moi. Fait que je vais juste rediriger la caméra vers lui. Et puis, je vous laisse et je gère la présentation. C'est bon? Oui, vas-y. OK, bon, c'est mon premier, fait que je suis pas habitué avec ce genre de faire un webinaire, comme on dit. Dans le fond, je me présente, Martin Berger. Je pratique la fauche retardée depuis 3 ans. Dans le fond, j'ai été un des premiers à le faire. On était les 2 au Québec. Si vous voyez, ça, c'est 1 hectare qui a été mis dans un champ de 10 hectares. Fait qu'il y a quand même de l'espace, là. À tous les ans, je travaille avec Virginie qui est en ligne présentement. On détermine un carré avant de commencer à faucher. Cette année, on l'a fait vraiment de bonne heure. Et on a fauché vraiment de bonne heure aussi. Cette année, on a fauché le 32 mai, le 31 mai, peu importe, là. Puis ce que j'ai vu cette année, c'est que il n'avait pas commencé déjà à nidifier. Fait que ça a été plus facile de les envoyer dans la fauche retardée. On a eu plus de couples cette année. Les bénéfices de ça, c'est surtout le fait que nous autres à côté, on voulait voir aussi si tout notre système fonctionnait. On met des oiseaux dans le but d'enlever les insecticides le plus possible dans le maïs. Cette année, j'ai vraiment implanté un maïs tout nu, biologique. Dans le fond, aucun BT n'était pas résistant au vert gris du haricot ou quoi que ce soit. Je voulais voir si mon système, les bandes riveraines et fauche retardée fonctionnait pour voir. Puis bingo, ça a fonctionné. Fait on a eu du maïs, on a été capable de faire du maïs sans être obligé de toujours prendre un maïs BT ou un maïs qui tolère le VGOH. Fait que je trouve que dans le fond, l'aspect dans tout ça que je cherche, c'est d'essayer d'enlever tout ce qui peut finir en cide, dans le fond, les insecticides, les herbicides. Ça, je ne peux pas l'enlever, mais j'essaie d'enlever les fongicides aussi. Dans le fond, c'est d'approcher faire une agriculture plus raisonnable, plus écologique, plus, dans le fond, sans être obligé de tout le temps utiliser des produits qui nous sont offerts au cas où qu'il arrive de quoi. C'est tout le temps une assurance d'avoir des fongicides, des insecticides sur la semence, mais à quelque part, on contamine notre eau qui est quand même assez importante dans notre cas.
Ça, on voit, ça, c'est le site en 2011. 2021, excusez. Je vais l'avoir. C'est bon, 2011, 2021, puis 2022, dans le fond, on l'a fait à l'autre bout. C'était 3 champs de foin côte à côte. Comme je disais, on a déterminé où ce que c'est que les oiseaux étaient pour délimiter une fauche. Là, tantôt, j'ai entendu Carl parler de champs. Moi, écoute, c'est un champ, il y a de la luzerne. C'est vraiment ce que je veux percevoir, c'est qu'il faut que le champ soit dense, qu'il y ait de la population plus que. Écoute, c'est des champs de luzerne. J'ai sorti du foin à 20 de protéines cette année à la première coupe. Donc, la fauche retardée, ben ça. Oh. Ah, c'est pas grave. Sauter à 2020. La fauche retardée, ben c'est ça que ça ressemble. Je ne fais pas tout à fait une fauche sans tripette, le mot exact, contrairement à ce que Carl. Nous autres, on fauche un côté de champ, l'autre côté du champ, de la parcelle, dans le fond. Puis après ça, on finit par les bouts pour rapprocher qu'ils s'en aillent tous dans la zone qu'on leur a réservée. Fait que, bien, ce qu'on semble voir, mais c'est pas scientifique ce que je dis. Comme ils n'avaient pas fait le nid encore au 30 de mai, ben, c'était facile de voir les oiseaux qui retournaient vers la place qu'on leur laissait. Première année, c'est ça, on avait 3 coupes. Cette année, on a parlé d'une dizaine de coupes. Oui, cette année. Oui, cette année, c'est ça. On est rendu là. OK. On a une dizaine de coupes observées cette année. Puis, on a même observé dans un autre champ plus loin, à 1 kilomètre. Là, on n'a pas fait de fauche retardée. Fait que c'est plus qu'on amène des oiseaux, plus qu'on va avoir des oiseaux. Fait que, on a juste des bénéfices à emmener des oiseaux. Dans le fond, c'est eux autres qui vont protéger nos cultures parce que quand tu laisses un champ de maïs tout seul, écoute, il est la proie de tout ce qui peut être comme oiseau, pas comme oiseau, mais comme insecte autour. Fait que on peut pas juste se fier aux vendeurs de semences qui vont nous dire que parce qu'il est BT, il va se sauver de tout, là, c'est pas vrai. Là. On a quand même des dommages. Fait qu'on a avantage à mettre des oiseaux pour limiter les dommages. Puis, ça coûte pas vraiment cher. On a des. T'sais, on voit ici un goglu avec de la pyrale du maïs. Les calculs financiers, ben, ils sont là. Je laisse aux gens le soin de regarder ça. Je dis en 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une année de sécheresse. Fait que c'est pour ça que la différence entre la première coupe et la deuxième coupe, il n'y a pas vraiment beaucoup de foin de différence parce qu'il n'a pas mouillé pendant un mois. Fait que, on a mis des prix là-dessus. Même à 65$, j'aurais pu mettre 80$ parce que dans le fond, au printemps d'après, comme il manquait de foin, on payait le foin 80$ la balle. Fait que c'est là que la contribution d'Alus sert à éponger un peu ce montant-là qu'on n'a pas, parce que c'est quand même. Parce que les 19 balles de 2021, c'est des chevaux qui l'ont mangé, c'est même pas chez nous. En 2022, ben, c'est une année à foin. Vous voyez, on a sorti 40 balles dans le même hectare au lieu de 19. Mais le champ au complet a sorti 60 balles à l'hectare en 2 coupes versus 40 balles. Là, c'est sûr que les prix des foins seraient différents parce que l'an passé, le foin était beaucoup moins cher. 2023, écoute, cette année, j'avais vu tantôt le diapo, il y avait de l'eau dans le champ quand on a fait la fauche retardée.
le foin était tellement mauvais qu'il sert de litière pour les vaches, mais comme que la paille vaut tellement cher, finalement, c'est économique de prendre du foin pas bon, mettre en dessous des animaux. Ça, c'est d'autres oiseaux qu'on observe à la maison. C'est en ayant des bandes riveraines élargies autour, ben, écoute, on voit beaucoup la bicolore. Moi, j'aime bien la petite photo en bas que la maman a nourri ses petits, puis ça, c'était un 24 juin, je me souviens. On avait un spectacle de voir ça, tous ces petits oiseaux-là qui mangeaient au-dessus du maïs. D'après moi, il n'y a pas grand-chose pas grand bébite qui. En tout cas, j'avais pas grand mouche d'interne de ce temps-là. Ça, c'est la ferme bermanique. Ben écoute, on pratique beaucoup de choses. Entre autres, bon, mes sols sont couverts tout le temps à l'année. Aussitôt qu'une culture sort du champ, il y en a un autre qui est implanté pour couvrir nos sols. Et c'est c'est pas juste question, c'est sûr que c'est une question d'érosion. Nous autres, on est dans des régions très sableuses. Ça évite que notre sol s'en aille chez le voisin. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est pas scientifique, mais il y a tout le temps des oiseaux. On s'en va dans le champ. Hier, le gars du MAPAC est venu faire un tour, voir les bandes riveraines. Puis, bon, ben, il disait c'est des pluviers des neiges, mais il y en a beaucoup. On pourrait me compter une cinquantaine qui étaient dans le champ de foin. Fait que, tu sais, même si on est rendu au mois de décembre, ben, ils continuent à faire du ménage, puis, ben, on ne sait pas, mais peut-être que ça va nous enlever aussi des, des, euh, des mauvaises, dans le fond, dans nos sols, mais on a plein de choses dans nos sols qu'on ne connaît pas encore. Mais il n'y a pas de mal à enlever ça, ce qui est inutile. Parce que les oiseaux, ils ne travaillent pas inutilement, eux autres. Merci de m'avoir écouté. Merci, Martin. Je pense que c'est le seul qu'on a le temps pour une question ou deux. S'il y a quelqu'un qui a des questions, vous pouvez faire oui, Virginie. Ah, lancez l'applaudissement. Non, c'est ça, je voulais juste féliciter Martin, c'est une belle présentation. Oui, Merci. oui, Stéphane? Bonjour, belle présentation. Est-ce qu'il y a des statistiques? Combien d'oiseaux devons-nous avoir pour avoir un certain contrôle à l'hectare? Si on parle de 10-12 couples, qui est bien, mais y a-t-il un chiffre qu'on devrait essayer de viser pour avoir une protection, là? Bonne question. Dans ce champ-là, il y a ces 12 nichoirs. Bon, je te dirais qu'il y en avait peut-être 8 qui étaient utilisés. Fait que les relais bicolores fait environ 5 petits. Fait que là, avec les deux parents, ça en fait 7. Fait que 8 fois 7, il y aurait une cinquantaine d'oiseaux. Le goglu, on parlerait peut-être d'une cinquantaine d'oiseaux aussi, parce que ça fait 4-5 petits par nid. On parle de 10 couples. J'ai beaucoup de bruants des prés, des bruants chanteurs, des bruants communs aussi. Il y a beaucoup de monde, là. Il y a des carouges épaulettes, il y a des alouettes, il y a des. Fait que la question est bonne. Je pense que ça mériterait que peut-être avec Virginie prenne le temps de faire plus un inventaire, voir de tout ce qu'il y a comme protection de culture, là, d'oiseaux vivants. Mais si je comprends bien, tu as la fauche retardée et tu as des nichoirs en plus, là. Oui, comme je OK. dis, ça prend des oiseaux pour attirer des oiseaux. Bah, ouais, tu as raison. Merci, très belle présentation. Merci. Oui, Carl? Ton micro n'est pas activé. Oui, vous m'entendez bien?
Oui. Oui. OK, c'est bon. J'ai 3 petites questions pour toi. Quand tu parles de 10 couples de goglus, c'est vraiment là, 10 femelles. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de mâles. On peut, on peut voir comme 3 ou 4 fois plus de mâles que de femelles. Donc, c'est vraiment important puis peut-être que vous l'avez déjà fait, mais le nombre de couples de goglus, c'est vraiment le nombre de femelles que vous pouvez détecter. Ça, parce que je trouve ça un peu curieux, 10 couples juste dans une petite superficie comme ça, c'est possible. Mais ça, je voulais valider ça. Puis, j'étais juste curieux. Puis, est-ce que vous avez fait des observations de jeunes à l'envol, comme en juillet, en août? Parce que là, c'est là qu'on peut vraiment avoir une idée de la productivité des goglus, là. C'est parce que, ouais, c'est ça, c'est une autre chose. Puis, j'avais aussi, ouais, c'est ça, ben, tu parles, je te mets ça en rafale, mes 3 questions, mais aussi une question au sujet tu dis que le goglu aide à contrôler la spirale puis d'autres insectes dans le maïs. Avez-vous vu justement des goglus aller s'alimenter dans le maïs ou c'est surtout dans les champs de foin que vous voyez les oiseaux en général? Bon, on les voit, non, vraiment dans le champ de maïs. Même, on voyait des juvéniles fouiller dans la tête du maïs pour trouver des insectes, des larves ou quoi que ce soit. OK. On parle de 10 couples, c'est la première année que je vois autant de femelles. Je voyais les mâles, mais quand j'ai fauché, on voyait les femelles aussi plantées dans la fauche, dans la partie on leur a donnée. Mhm. Je m'excuse, je me souviens plus de la 3e question, là. Ben, tu as répondu, est-ce que vous avez observé des groupes de jeunes, des groupes familiaux en juillet, puis pour déterminer que les goglus ont vraiment niché, parce que des fois, ils peuvent être là, mais ils ont manqué leur coup, puis comme j'ai dit, ils vont pas recommencer, mais tu m'as dit qu'il y avait, tu avais observé des jeunes dans le maïs, donc je présume qu'il y a une certaine productivité dans ta réserve non fauchée. Bien, donc, merci tout le monde d'avoir participé à notre webinaire. Merci tout spécial à nos 3 conférenciers, M. Savignac, Frédéric, Mme Gagné, c'est une collègue, et puis M. Berger. Vous avez reçu, les participants, par courriel, un sondage sur le webinaire. Alors, ce serait vraiment très apprécié si vous le complétiez. Et puis, on se dit à l'année prochaine. On va en organiser un autre l'année prochaine. Alors, on vous libère.